partir du moment où les intérêts israéliens sont en jeu, ou des intérêts israéliens sont en jeu, il n'y a plus de souveraineté nationale. Bonjour Régis. Bonjour Aïcha. Régis, hier, le Qatar a été visé par une frappe israélienne. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a reconnu l'implication de son pays dans cette frappe à Doha. Qu'est-ce qu'il faut retenir de ces attaques, Régis? Écoutez, il faut retenir une chose, c'est qu'il y a une forme d'escalade effectivement dans la façon dont Tsahal, l'armée israélienne, le gouvernement israélien mène sa guerre contre le Hamas, mène sa guerre contre les alliés du Hamas. Ça veut dire, elle peut se résumer en une seule phrase. À partir du moment où les intérêts israéliens sont en jeu, ou des intérêts israéliens sont en jeu, il n'y a plus de souveraineté nationale. Il n'y a plus de souveraineté nationale parce que, on récapitule dans les 3 derniers mois, Israël a frappé 6 pays, ou entités ou pays souverains, entre guillemets, si on inclut la Palestine, donc 5 si on en exclut la Palestine, puisque l'autorité palestinienne a un statut un peu particulier, le Yémen, le Liban, l'Iran, le Qatar La Syrie. et la Syrie. Voilà. Donc ça fait quand même une portion assez significative de pays. Et le Qatar représente une nouveauté puisque c'est la première fois que le territoire du Qatar est visé par des frappes. Alors le Qatar avait été visé par des frappes iraniennes, souvenons-nous, pendant la fameuse guerre des 12 jours, hein, en juin dernier. En riposte aux frappes américaines sur les centres nucléaires d'Ispahan, de Fordo et de Natanz. C'était une riposte proportionnée. Le pays avait été averti par les Iraniens qu'il y aurait ces frappes contre justement le siège des forces américaines qui se trouvent à Doha, dans la région. Donc c'est aussi un pays dans lequel il y a cette présence d'une base militaire américaine importante. Et là, il semblerait que le Qatar n'ait pas été averti ou qu'il ait été, mais indirectement. C'est-à-dire que les frappes ont commencé à partir de F-35 et de F-16, qui ont d'ailleurs été ravitaillés en vol par un ravitailleur américain. Hein, donc ça, il n'y a pas de secret là-dessus. Donc les Américains n'ont pas approuvé l'opération, mais ils l'ont appuyé quelque part. Et ce qui est très intéressant, c'est que à partir les Américains auraient été informés, tout n'est pas entièrement clair, mais à partir du moment où les frappes ont commencé. Du coup, ils ont informé les Qataris, qui n'ont pu rien faire finalement, et qui n'ont pas utilisé véritablement leur batterie de missiles anti-aériens. Donc, c'est des frappes, on va dire, décidées par Israël, voulues par Israël, assumées par Israël. Et ce matin, d'ailleurs, Benjamin Netanyahou a expliqué qu'il n'était pas tenu d'informer toujours les Américains. Donc il y a une sorte de gradation supplémentaire. On est entré dans une ère où effectivement, pour atteindre ses ennemis, Israël peut utiliser absolument tout et violer les espaces aériens des pays. En l'occurrence, pour mener cette opération, Israël est passé au-dessus de la Jordanie, de l'Arabie Saoudite. Voilà, et il n'y a pas eu de riposte et il n'y en aura probablement pas même si ça change quand même les choses, notamment au niveau de la négociation sur la fin de la guerre et les otages. Régis, vous évoquiez le positionnement du Qatar dans la région, ses alliances géopolitiques. Est-ce que vous pouvez nous les décrire? Alors c'est intéressant, moi je vais vous les décrire à travers ce qu'a dit Donald Trump, tout simplement, qu'il considérait que les cibles étaient légitimes, enfin certaines cibles, notamment dans la hiérarchie du Hamas, étaient légitimes d'être considérées, mais néanmoins il est très fâché par cette décision de Benjamin Netanyahou, parce qu'il y avait il y a un processus de négociation en cours, et que le Qatar, dont le rôle est souligné par Trump comme étant un rôle positif, c'est-à-dire un rôle de médiateur dans des crises, qu'il fait avec courage, a dit Donald Trump, encore une fois, et que là, au plein milieu de la négociation qui est voulue par les Américains, eh bien,
Israël profite du fait que une partie de l'état-major du Hamas et une partie de sa représentation internationale se trouve réunie dans une ville pour frapper cette ville. Là, il y a une forme euh, on va dire, c'est contre-productif parce que le lien qu'avait le Qatar avec le Hamas et la possibilité qu'il a par le passé, souvenons-nous, depuis le 7 octobre 2023, le Qatar a quand même permis 2 trêves et des libérations d'otages assez significatives. Donc ce travail qui a été fait à Doha, Doha est quand même une ville où par moment on a retrouvé David Barnea, le chef du Mossad, le chef de la CIA, le ministre Mohamed Al-Tanim, frère de l'émir, qui négocie avec le Hamas, Khaled Meshal, chef de la branche internationale, on va dire, du Hamas, à l'époque Ismaël Haniyeh, tous ces gens-là se retrouvaient dans la même ville pour négocier, et il y a eu des résultats, il y a eu des trêves, et il y a eu des libérations d'otages. Donc là, une nouvelle fois, on était sur un plan proposé par les Américains, des blocages systématiques quasiment du Hamas, parce que le Hamas dit on est prêt à négocier, mais en fait, ils savent bien que leur assurance vie, ce sont ces otages, c'est quelques 50 otages, une vingtaine en vie, une trentaine dont ils possèdent les corps et qui donneront lieu à des négociations, qui rentrent dans la négociation. Eh bien, même si le Hamas traîne des pieds, même si la mauvaise foi existe, il y avait quand même ce processus de négociation en cours. Et on peut considérer qu'aujourd'hui, l'élément Qatar qui s'est placé, qui a un rôle très très singulier dans la diplomatie internationale. Le Qatar, je donne un exemple, on est en train de boucler un gros sujet chez Omerta sur la RDC et le Congo. Et dans la guerre entre le M23 au Kivu, soutenu par le Rwanda et la République démocratique du Congo, et une partie des négociations, une partie des accords de cessez-le-feu cet été ont eu lieu et ont été obtenus à Doha. Donc ce n'est pas simplement sur la question du Hamas. Le Qatar intervient dans beaucoup d'endroits avec une volonté, une action diplomatique qu'il partage, on va dire, avec Oman également, qui est aussi un des centres aujourd'hui de la diplomatie mondiale. Oman étant plutôt utilisé par les Américains pour les négociations avec l'Iran. Donc la galaxie diplomatique internationale a changé, mais Doha aujourd'hui en est une pièce maîtresse. Et intervenir de cette façon en bombardant le centre-ville, causant des morts, puisque apparemment la hiérarchie du Hamas n'a pas été touchée. Khaled Meshal ne faisait pas partie de cette négociation. Khalid Al-Hilal, le chef des négociateurs, Alaya, pardon, Khalid Alaya, le chef des négociateurs, n'a pas été tué. Son fils a été tué apparemment. Et puis des gardes du corps, un représentant qatari. Je crois qu'on compte 6 morts. C'est quelque chose quand même qui vient dire de la part de Netanyahou, quelque part, on enterre ce processus de négociation, ou en tout cas on élimine le Qatar. Reste la Jordanie et l'Égypte qui peuvent peut-être prendre la place. On verra comment les choses vont se passer, mais c'est sûr que ça ne solutionne pas et ça ne facilite pas un règlement de ce conflit rapide, hélas. Régis, estimez-vous rationnellement qu'à travers ces frappes, Israël a pulvérisé les perspectives de négociation sur Gaza? Pulvérisé, disons que, comme je le disais à la fin de la réponse précédente, il reste encore des acteurs, mais c'est sûr que je dirais qu'au-delà de la question de la négociation sur Gaza, qui était de toute façon mal embarquée, euh, Israël a peut-être tué avec cette frappe les perspectives de poursuivre les accords d'Abraham. Là, on a vu l'Arabie saoudite immédiatement s'aligner avec le Qatar, soutenir le Qatar, proposer ses services au Qatar, alors que ces 2 pays qui étaient à couteau tiré il y a encore 4 ou 5 ans, avec un blocus du Qatar formé par l'Arabie saoudite. Donc ces frères ennemis sont réconciliés. Et les Émirats arabes unis aussi ont hautement, vivement critiqué cette action
Et on sait que les Émirats arabes unis étaient le premier domino avec le Koweït dans les fameux accords d'Abraham, c'est-à-dire reconnaissant la réalité de l'État d'Israël et ouvrant des canaux diplomatiques avec l'État hébreu. Donc ça veut dire que voilà, on empiète une des constructions de Trump, on complique sa mise en place ou sa réactivation. Et de ce point de vue-là, c'est très très contre-productif, oui. Régis, quid des réactions internationales? Vous parliez des pays du CCG, Arabie Saoudite, Émirats. Quid des réactions américaines et européennes? Ouais, les réactions européennes sont évidemment condamnent ces frappes, mais on sent bien que c'est toujours un peu compliqué. La position de Donald Trump aussi est un petit peu ambiguë, mais je pense qu'il y a de la part du président américain, même si on sait que c'est l'allié d'Israël, même si on sait que ces frappes, quand elles ont lieu, sont quelque part épaulées par les Américains. On sait que l'armement est fourni par les Américains, les appareils sont fournis par les Américains. Bref, Israël ne serait rien sans les Américains. Et que les Américains continuent à soutenir. Tant qu'il n'y a pas finalement contestation de ces livraisons d'armes et de ces appuis militaires, y compris dans le domaine du renseignement, du ravitaillement en vol, on l'a vu pour permettre ces frappes, les Américains, comment les choses continueront. Maintenant, vu le fait que l'état-major du Hamas n'a pas été décimé, que les négociateurs principaux sont toujours vivants, quelque part, il y a un demi-échec pour Israël. On n'est pas dans dans ce qui s'était passé, par exemple, avec Hassan Nasrallah ou avec la tête des IRGC, les têtes des IRGC au moment de la guerre des 12 jours, où là, Israël avait frappé précisément des réunions où décapitant littéralement les gardiens de la révolution iranienne et une partie de la hiérarchie du Hezbollah aussi. Donc là, visiblement, l'information qu'ils ont eue ne devait pas être excellente, ou alors peut-être les gens du Hamas ont-ils eu vent qu'une frappe allait se produire. Peut-être que les Qataris les ont informés. Je ne sais pas exactement. C'est encore très très confus, difficile à discerner. Mais c'est une opération qui provoque la sidération, qui provoque effectivement, qui dit Israël n'a pas de limite quand il s'agit de ses intérêts. Donc il y a une certaine peur. De ce point de vue-là, on va dire que pour les ennemis d'Israël, c'est une défaite. Mais en même temps, pour Netanyahou, ça n'est pas une victoire, puisque la hiérarchie du Hamas est toujours en vie. Donc voilà, donc on est dans une situation. Et pour ce qui est des réactions américaines, ça met Trump vraiment dans l'embarras. On sent bien, je vous expliquais tout à l'heure la question de l'avenir des accords d'Abraham, de cette paix durable, de cette paix financière. Et puis ne pas oublier, par exemple, que le Qatar était un pays qui a décidé d'investir aux États-Unis. Je crois que c'était 600 milliards de dollars qui avaient été ramassés par Donald Trump lors d'une visite au Moyen-Orient. Le Qatar avait même fait don d'un avion de ligne pour pouvoir remplacer Air Force One, qui pourrait être utilisé par Donald Trump. Ils avaient fait le cadeau d'un avion de ligne. Donc ils avaient beaucoup à espérer de la part de Donald Trump. Les Saoudiens aussi ont mis la main à la pâte. Donc Trump est revenu très satisfait. Et là, que fait Israël? Frapper le cœur de la capitale d'un des alliés de Trump. Pays également où se trouve, je le rappelle, mais je l'ai déjà dit, une des principales bases, la base américaine pour le Moyen-Orient. C'est quelque chose quand même de très à la fois audacieux, osé, etc., mais qui pose beaucoup de problèmes, y compris dans la relation entre les Américains et les Israéliens. Régis, jusqu'où ira Benyamin Netanyahou? Je pense qu'aujourd'hui, Israël a une puissance considérable. Israël prouve chaque mois qu'il est capable de frapper, de monter des opérations. La guerre contre l'Iran était, de ce point de vue-là, remarquable, en tout cas dans sa première phase. Après, il y a eu la question justement du fameux dôme de protection de l'État hébreu qui s'est révélé moins performant, notamment face aux missiles balistiques iraniens qui, eux, au contraire, ont quand même pas mal surpris les experts. Cette guerre s'est arrêtée aussi parce que Israël est très bon pour mener des guerres courtes. Sur des guerres de longue durée, c'est plus problématique. Et l'Iran s'est avéré aussi un ennemi redoutable, même s'il a beaucoup souffert
pendant cette guerre lui aussi. Et c'est Donald Trump, quelque part, qui a scellé la paix. Donc, embrasement de la région, il faudrait que quelqu'un soit capable, soit à la hauteur pour frapper Israël. Est-ce que ça sera la Turquie, qui reste le dernier, on va dire, à posséder une armée s'il y a guerre entre la Turquie et Israël, pour le coup, on ne sera pas du tout dans une configuration comme à l'iranienne, puisque les investissements qu'ont fait les Turcs dans leur armée ne sont pas concentrés uniquement sur les missiles de longue portée et les missiles balistiques. Euh, la Turquie possède une aviation redoutable, possède peut-être des carences dans sa défense antiaérienne, ça sans doute, mais en tout cas la Turquie a une armée digne de ce nom, extrêmement performante. C'est une autre paire de manches si il y a des conflits avec Israël. Je rappellerai au passage que Chypre a tendance à devenir, pour la chasse israélienne, pour l'aviation, un point de refuge, notamment la base de l'Anarka, qui est une possession britannique, et un petit peu le sud où Israël commence à investir. La Turquie, évidemment, qui a envahi le nord de Chypre, historiquement, voit ça d'un très très mauvais œil. Donc il y a peut-être une source de conflit autour de Chypre entre Israël et la Turquie. En plus, voilà. Maintenant, embrasement général, non, je ne crois pas. La vraie question, c'est où s'arrête la politique de Netanyahou, jusqu'où va Netanyahou. Va-t-il y avoir à nouveau des frappes contre l'Iran? Parce qu'on se dit, le travail, quelque part, si on peut le mettre des gros guillemets autour, n'a pas été fait la dernière fois. En tout cas, les gardiens de la révolution conservent le pouvoir. Le régime des Mollahs est toujours en place. On nous dit, oui, il est en grande difficulté. Bon, on nous dit ça depuis 20 ans, qu'il est en grande difficulté. Pour le moment, rien ne prouve que le régime iranien va changer. Et encore une fois, se posera la question de qui remplacera les Mollahs. Au vu de l'éclatement de l'opposition iranienne, c'est très difficile de trouver des acteurs. Donc la politique de Netanyahou, c'est un peu une fuite en avant. Une fuite en avant vers où, jusqu'où. En tout cas, en termes d'image, Israël euh, privilégie l'action et la peur suscitée à l'image, et finalement consacre un isolement qui était aussi souhaité par le Hamas au début, quand il a fait le 7 octobre. Il y a des propos d'Yahya Sinwar à l'époque qui disaient que Israël contradirait ses points de vue et finirait totalement isolé. Ses principes, entre guillemets. Donc démocratique, on va dire. Eh bien, c'est vrai que on n'en est pas loin d'un isolement, effectivement, sur la scène internationale, d'autant que en septembre va arriver une vague de reconnaissance de l'État palestinien qui va non seulement isoler Israël, mais aussi les États-Unis. Les États-Unis, si la France et la Grande-Bretagne reconnaissent l'État d'Israël, risquent de se retrouver le dernier acteur, le dernier membre du Conseil de sécurité de l'ONU à ne pas reconnaître la Palestine. Et donc, ces moments-là scelleront l'isolement d'Israël et de son allié américain sur la scène internationale. Merci Régis. Merci.